Un homme juif de 71 ans a été assassiné par des terroristes arabes cette semaine, alors que le ministre des Affaires étrangères d'Israël annonce que l'autorité palestinienne a presque doublé les salaires des terroristes et de leurs familles. Et une histoire incroyable venant de Johannesburg, où un avion rempli de Gazaouis fuyants a été refusé à l'entrée en Afrique du Sud. Cela fait suite à une fuite révélant que c'est la propre direction palestinienne qui bloque leur fuite. Pourquoi? Parce que des civils souffrants font de meilleurs gros titres. Nous couvrons cette histoire et d'autres aujourd'hui dans Judéocation sur JNS Télévision. Je m'appelle Josh Aston et nous diffusons dans le monde entier depuis le JNS Media Hub, à Jérusalem, capitale éternelle d'Israël et du peuple juif. Pour tout ce qui se passe en Judée, en Samarie et à Gaza cette semaine, commençons par ces Gazaouis qui voulaient quitter Gaza et fuir le front de guerre. Et ils sont restés bloqués à l'intérieur d'un avion à Johannesburg, en Afrique du Sud, après que les autorités sud-africaines, le gouvernement, ont refusé de leur permettre d'entrer dans le pays. Je n'invente pas cela. Des Gazaouis, fuyant la guerre, se sont vus refuser l'entrée dans le pays, au moins temporairement, voire plusieurs heures. Voici un commentaire d'Abou Ali Express, et je vous encourage à le suivre sur Telegram. Il a dit ce qui suit. L'Afrique du Sud sait comment déposer des plaintes auprès de la Cour internationale de La Haye concernant le génocide qu'Israël commet à Gaza. Mais elle n'est pas prête à accueillir ceux qui fuient de là-bas. Si vous n'êtes pas prêt à les accueillir, cela doit vouloir dire qu'il n'y a pas de génocide à Gaza. Qu'en dites-vous? Ils aiment les Gazaouis, mais seulement jusqu'à ce qu'il s'agisse de leur propre maison. Quelle hypocrisie ici, les amis. L'Afrique du Sud prétend vouloir aider Gaza, mais elle ne laisse pas les Gazaouis fuir les lignes de front de la guerre. Ce n'est pas seulement l'Afrique du Sud. Combien d'autres disent se soucier de Gaza, mais refusent de laisser partir les Gazaouis? Comme dans n'importe quelle autre guerre, n'importe où dans le monde, avez-vous vu ces images filmées depuis cet avion? Ces Gazaouis sont bloqués dans un avion, on leur refuse la descente. Au final, ils ne se soucient pas des Gazaouis. Ils s'en fichent tout simplement. Ils détestent Israël. Ils préfèrent que les Gazaouis restent coincés dans une zone de guerre comme pions contre l'État d'Israël. Que ce soit des pays ou des organisations comme l'UNRWA, qui est en réalité le Hamas, mais des pays et des organisations comme celle-ci prétendent qu'ils s'en soucient, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. D'après ce que j'ai compris, ils ont finalement cédé et les ont laissés entrer. Et la question qu'il faut poser, est-ce que les dirigeants des Arabes à Gaza ou en Judée et Samarie se soucient-ils de leurs frères arabes? Se soucient-ils des Gazaouis en première ligne? Donc ici, vous aviez une organisation qui aide les Gazaouis à quitter la bande. Ils sont maintenant attaqués par l'autorité palestinienne. Elle essaie de contrecarrer leur activité. L'aviation privée s'oppose à cette organisation. Encore une fois, il y a eu cet incident d'avion. À Johannesburg, 150 Gazaouis ont été refusés à l'entrée en Afrique du Sud. Maintenant, l'aviation privée mène une campagne contre. Voici le nom de l'organisation Al-Majd, qui aide les Gazaouis souhaitant partir. L'organisation organise cela aussi, d'ailleurs selon Abou Ali Express, moyennant des frais, généralement de plusieurs milliers de dollars. Ces personnes sont prêtes à payer des milliers de dollars. La coordination du départ des Gazaouis via Karim Shalom. D'ailleurs, cela doit être coordonné avec Israël. De là vers l'aéroport Ramon qui se trouve près d'Eilat, puis vers le pays de destination avec la possibilité d'un séjour limité. Selon une publication de cette organisation, Al-Majd, sur sa page Twitter, l'autorité palestinienne travaille activement à empêcher les Gazaouis de partir. Ils ne veulent pas qu'ils partent. L'autorité palestinienne aurait même envoyé une délégation en Indonésie pour bloquer l'activité de ce groupe. Je pense que c'est là qu'ils sont basés pour bloquer l'activité de ce groupe, d'empêcher les Gazaouis ou d'aider les Gazaouis à trouver un autre pays prêt à les accueillir, peut-être jusqu'à la fin de la guerre. De plus, Al-Majd affirme que l'autorité palestinienne a arrêté de délivrer des passeports aux Gazaouis il y a 1 an pour limiter leur départ. Ils ont rencontré des dizaines de cas chaque semaine où l'autorité palestinienne les empêche de partir. Alors vous voyez, mes amis, que ce soit le Hamas ou l'autorité palestinienne, ils veulent que ces gens à Gaza restent dans une zone de guerre. Ils les utilisent comme des pions contre Israël, mais personne ne s'en indigne. Étiez-vous seulement au courant?
Cela a-t-il fait la une dans le monde? Il n'y a aucune manifestation à Columbia ni dans d'autres universités. C'est mieux pour eux que des Arabes meurent à Gaza afin qu'ils puissent ensuite en accuser Israël, alors que, ironiquement, c'est Israël qui essaie de les mettre à l'abri du danger. Et c'est l'hypocrisie qui se passe ici. C'est ça, la véritable intolérance, la discrimination, le racisme envers les Arabes de Gaza, ne pas leur permettre de quitter une zone de guerre. C'est vraiment ça l'autorité palestinienne et le Hamas. Et c'est ce que veut la communauté internationale, ou du moins la plupart d'entre eux, garder les Gazaouis à Gaza, quoi qu'il arrive. Également cette semaine, un Israélien de 71 ans, Aaron Cohen, résident de Kiryat Arba, il a été assassiné et 3 autres Israéliens ont été blessés lors d'une attaque terroriste au carrefour de Gush Etzion. Il s'agissait d'une attaque combinée à la voiture bélier et au couteau menée par 2 jeunes Arabes originaires de la région de Hébron. Tzal a confirmé l'attaque, déclarant que les soldats ont éliminé les 2 terroristes sur place. Selon l'armée, plusieurs matières explosives ont été découvertes dans le véhicule utilisé par les terroristes. La police a été appelée sur les lieux. Des démineurs ont neutralisé les explosifs. Le chef d'état-major de Tzahal, le lieutenant-général Ayal Zamir, s'est rendu sur les lieux de l'attaque et a ordonné de renforcer les défenses le long des routes et dans les communautés, dans toute la Judée et la Samarie, y compris dans cet incident précis, la localisation et la démolition des maisons des assaillants, dans le village de Beit Omar et à Hébron. D'après Palestinian Media Watch, l'organisation qui observe l'autorité palestinienne et ses médias, tous les médias officiels de l'autorité palestinienne ont présenté l'histoire comme le meurtre de jeunes Palestiniens innocents. Pas un seul média n'a mentionné que les terroristes venaient tout juste de commettre un meurtre. L'autorité palestinienne a déclaré qu'Israël avait assassiné 2 jeunes hommes innocents de l'autorité palestinienne. Rien à propos d'une attaque terroriste, mais c'est habituel quand il s'agit de l'autorité palestinienne. Selon Palestinian Media Watch, cela reflète l'idéologie de l'autorité palestinienne qui justifie et ne condamne pas les attaques terroristes, présentant les terroristes tués comme des victimes. Sachant que les gens apprendront l'existence de l'attaque. L'autorité palestinienne a tenté de la justifier en affirmant à tort que la terre de l'attaque était autrefois palestinienne. Il la justifie en disant que les Juifs sont venus, ont construit ici et que c'est pour cela que ces gens ont agi ainsi. Selon Wafa, au carrefour de la colonie de Gush Etzion, construite illégalement sur des terres palestiniennes et cherchant à rendre la zone illégale. D'accord, c'est ce qu'ils essaient de faire. Dire qu'Israël a commis un massacre, le meurtre de 2 Arabes innocents, et en même temps justifier ce qui s'est passé, en disant que cela s'est produit sur des terres palestiniennes. Essentiellement, c'est ce qui les a motivés à faire cela sans même mentionner qu'ils ont commis une attaque terroriste. Et avez-vous vu la vidéo du père de l'un des auteurs de l'attaque au carrefour de Gush Etzion? Le père, à la télévision, dit que la chose qu'il attendait le plus dans sa vie était d'être le père d'un martyr. D'accord. Il était heureux que son fils soit mort, un shahid, ce qui est le plus vénéré dans leur société, dans toute sa vie. C'est ce qu'il attendait, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a déclaré à la télévision arabe ou palestinienne. Donc, premièrement, je dirais que ce soit cette attaque ou les milliers d'autres attaques qui ont eu lieu visant des Israéliens, visant des Juifs, parce qu'ils sont Juifs. Notre gouvernement doit créer une véritable dissuasion. Et je le dis depuis de très nombreuses années. Je ne suis ni expert militaire, ni chef d'état-major, ni membre du gouvernement. Je ne vous dirai pas précisément ce qui doit arriver. J'ai déjà parlé de l'arrivée des sapeurs. J'ai évoqué une éventuelle démolition des maisons des terroristes. Peut-être si la Cour suprême ne l'empêche pas. Mais le gouvernement israélien doit instaurer une dissuasion réelle où les terroristes ou aspirants terroristes se lèvent le matin et comprennent que ça ne vaut pas la peine de sortir tenter une attaque. Actuellement, l'autorité palestinienne continue bien sûr de faire fonctionner son programme « Payer pour tuer » qui offre une incitation financière aux terroristes qui sortent. C'est basé sur une échelle progressive. Donc plus ils tuent de juifs, plus ils gagnent d'argent. Et bien sûr, leurs familles aussi. Ici, les 2 terroristes ont été tués. Donc leurs familles reçoivent l'argent. Ils deviennent salariés de l'autorité palestinienne. C'est ce qui s'est passé. Ce programme de paiement pour tuer doit être supprimé. Ensuite, il y a aussi notre gouvernement.
Nous devons instaurer une dissuasion réelle pour que ces attaques cessent. Mais nous disons cela, nous qui ne voulons pas voir de Juifs morts. Nous le disons depuis 30 ans. Oh, tu parles de gouvernement après gouvernement. Depuis les accords d'Oslo, nous sommes arrivés à la situation actuelle. On est en 2024. Il y a eu plus de 7000 attaques terroristes visant des Juifs menées par des Arabes sous l'autorité palestinienne menée par le Hamas. Nous devons créer une véritable dissuasion pour arrêter cela une bonne fois pour toutes. Et je prie pour que cela arrive très bientôt, parce que cela continue de se produire encore et encore. Il y a eu une autre attaque meurtrière au carrefour de Gush Etzion il y a seulement quelques mois. Gush Etzion, le carrefour, est un foyer de telles attaques depuis 2015. Soyons clairs, les forces de défense israéliennes déjouent à plus de 90% des attaques, mais cette fois, cela a réussi à passer. Maintenant, l'attaque d'ailleurs, lorsque les forces de défense israéliennes interviennent et tuent 2 terroristes pour qu'ils ne puissent plus poursuivre leur carnage meurtrier. Que dit l'Organisation des Nations Unies à propos de ce qui s'est passé? Ils appellent cela de la violence des colons. Je ne plaisante pas. Quand cela arrive, c'est de la violence des colons. Quand des Juifs montent sur le mont du Temple, violence des colons. Quand des Juifs se défendent, violence des colons. Quand les forces de défense israéliennes mènent ce type d'opération à tout moment, violence des colons. Quand des terroristes courent dans les rues de Gush Etzion, au carrefour, là-bas, un carrefour très fréquenté avec des couteaux, et ils neutralisent les 2 terroristes afin qu'ils puissent arrêter, empêcher plus de carnage. L'Organisation des Nations Unies parle alors de violence des colons, puis c'est relayé mondialement comme tel. Nous en entendons parler et cela devient un sujet majeur dans les médias mondiaux. Même s'il y a tellement plus de conflits dans le monde, même s'il y a un degré de violence bien plus élevé dans les villes des États-Unis et dans d'autres pays du monde, la guerre a lieu. Je ne sais pas combien de guerres il y a, combien de guerres sont en cours en ce moment. Mais les gens se concentrent alors sur ces Juifs, et dans ce cas particulier, qui se défendaient. Pourtant, l'Organisation des Nations Unies attribue alors cela à la violence extrémiste des colons. Alors, ne vous laissez pas tromper parce que vous lisez dans les médias traditionnels. Maintenant, les États-Unis devraient-ils, pour continuer, exiger que le Hamas soit désarmé en Judée et Samarie? Au fait, toutes les fois où j'ai utilisé le terme Cisjordanie auparavant, je ne faisais que citer d'autres sources. Je dis Judée et Samarie. C'était comme ça depuis 4000 ans, je dis Judée et Samarie. Mais les États-Unis devraient-ils exiger que le Hamas soit désarmé en Judée et Samarie et pas seulement à Gaza? Une question. Cette question a été posée dans un article cette semaine par la Fondation pour la défense des démocraties. Et pour faire court, je vais lire une partie de l'article ici. Fondamentalement, la réponse est oui. Le Hamas devrait être désarmé. C'était le rôle initial de l'autorité palestinienne dans les années 90. C'est pour ça qu'ils ont reçu une formation militaire. C'est pour ça qu'on leur a fourni des armes. Ils étaient censés combattre le Hamas. Mais l'autorité palestinienne, on sait qu'ils sont des terroristes en costume. Ils n'ont jamais eu l'intention de faire ça. Mais maintenant, quand on regarde Gaza, la Judée et la Samarie, alors qu'Israël est encore occupé, même sous un cessez-le-feu, à essayer de désarmer le Hamas à Gaza, il devrait désarmer le Hamas, les autres groupes terroristes et l'autorité palestinienne en Judée et Samarie. Je vais donc citer un article de la Fondation pour la défense des démocraties. Le Hamas est une organisation terroriste dont les dirigeants et membres sont surtout à Gaza et au Qatar, alors que Gaza a toujours servi de centre névralgique à l'organisation. La Cisjordanie, je cite ici, a été sa seconde maison pendant des décennies et un territoire clé dans la doctrine d'unification des zones de la République islamique d'Iran. Si vous ne savez pas, vérifiez la doctrine d'unification des Arias. Désarmer le Hamas à Gaza limiterait effectivement ses activités dans l'enclave côtière. Mais, et c'est ce qui est essentiel ici, sans appliquer des conditions similaires au Hamas et à la Cisjordanie, l'organisation islamiste et ses alliés vont renouveler leurs efforts pour fomenter le terrorisme. Aux portes d'Israël, je pense qu'aux portes d'Israël, cela se produit déjà et cela se produit depuis un certain temps. L'État juif ne peut pas avoir une zone déradicalisée et sans terrorisme à Gaza, alors que le même ennemi opère à quelques kilomètres de la capitale et d'autres grandes villes sans les mêmes contraintes. Comment cela peut-il être accompli? Je ne vais pas lire tout l'article ici. En exigeant que les mêmes conditions qui s'appliquent à Hamas, par exemple à Gaza, soient appliquées aux branches de Hamas en Judée et Samarie.
Sinon, la menace se déplace, passant de Gaza à une dispersion autour des communautés israéliennes en Cisjordanie, créant un risque futur de terrorisme décentralisé visant potentiellement les grands centres de population israéliens. Des cibles de futures attaques dans un paradigme post-cessez-le-feu. Cet article a été long, je ne vais pas tout lire maintenant. Mais vous avez le Hamas à Gaza, et même si les détracteurs prétendent qu'il n'y a pas de Hamas en Judée et Samarie, ils existent là-bas. D'accord. Maintenant, ceux qui sont encore en faveur de la soi-disant solution à deux États. Imaginez si vous aviez les mêmes auteurs du massacre du 7 octobre sur les collines stratégiques, surplombant l'aéroport Ben Gurion, surplombant 75% de la population israélienne, les centres situés dans la vallée en contrebas. Je parle de la grande région de Tel Aviv, de Gadera au sud, à Hadar au nord, le long du littoral. Imaginez si le Hamas, imaginez si une autre organisation terroriste avait le contrôle total de ces collines stratégiques. Vous seriez dans l'incapacité de fonctionner comme nation. Comment pouvez-vous avoir un pays lorsque des terroristes, depuis les hauteurs, lancent des obus de mortier sur l'aéroport Ben Gurion en contrebas? C'est seulement à quelques miles, quelques kilomètres de Judée et Samarie, depuis les collines. Vous pourriez avoir un pays, mais pas un pays fonctionnel dans ce scénario. Donc, non, le Hamas ne peut pas être une force militaire, ne peut pas avoir de présence militaire en Judée et Samarie, ni le djihad islamique palestinien, Islamic Jihad, et ni l'autorité palestinienne. Donc, à ceux qui croient encore que si nous renforcions simplement l'autorité palestinienne, les choses seraient calmes. Ce sont des terroristes en costume. Je viens de citer ce qu'ils rapportent et comment ils s'expriment via Palestinian Media Watch et leurs médias officiels. Oui, c'est la même chose avec votre système éducatif qui incite au meurtre dès le plus jeune âge, dès la maternelle. Quand vous avez des émissions télévisées à la façon de Mickey Mouse qui appellent les enfants à prendre les armes, leur but dans la vie serait de devenir martyrs, leur raison d'être de se révolter et de tuer. Juifs, c'est la société que vous avez. On me demande souvent s'il y aura la paix ou ce qu'il faut pour la paix entre Juifs et Arabes, en Israël, en Judée et en Samarie. Tant que l'autre camp continue cette éducation à la haine, ce n'est pas possible. Et malheureusement, la prochaine génération est déjà perdue parce qu'elle est endoctrinée au quotidien. Mais pour revenir à l'objectif de cet article, ici, de cette organisation, ce groupe de réflexion, la défense de la Fondation pour la défense des démocraties. Oui, c'est un problème pour Hamas de s'armer, de se réarmer et de se préparer pour la prochaine confrontation. Nous ne devons pas seulement nous concentrer sur Gaza, mais aussi sur la Judée et la Samarie. Assez de mauvaises nouvelles. Passons à des positives. Selon des sources gouvernementales en Israël, le nombre d'unités de logement en Judée et Samarie ayant fait l'objet d'appels d'offres en 2025 a atteint un record. 5 667 unités ont été attribuées jusqu'à présent en 2025. Le précédent record remontait à 2018 où il y avait plus de 3 000 unités de logement selon la paix maintenant. D'accord, et je les cite parce qu'ils font vraiment un excellent travail pour documenter tous les futurs logements en Judée et Samarie. Ils s'opposent aux futurs logements en Judée et Samarie alors que je les soutiens totalement. Cependant, ils sont très efficaces et organisés. Je reconnais leur mérite. Je suis en désaccord sur presque tout, mais ils sont organisés. Les logements prévus pourront accueillir environ 25 000 habitants une fois qu'ils seront construits. Donc, vous parlez de 25 000 Juifs qui auront l'opportunité de vivre en Judée et Samarie. Peut-être viendront-ils d'autres communautés de Judée, Samarie ou régions d'Israël, ou des Juifs faisant leur alia. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas qui voudra acheter ces maisons. Mais quand vous avez des logements pour 25 000 Juifs de plus dans le cœur biblique et historique de l'État d'Israël, c'est positif. Concentrons-nous sur le positif. Il est tout à fait naturel que des Juifs vivent en Judée. C'est pour ça qu'on nous appelle les Juifs, parce que nous venons de Judée. C'est de là que nous venons, c'est là où nous sommes, c'est là où nous sommes depuis des milliers d'années. Il est donc naturel que nous construisions des maisons. L'Organisation des Nations Unies les qualifiera probablement de colonies ou de violence, et cela choquera certains. Mais c'est une nouvelle très positive. Maintenant, malheureusement, avec le positif, nous devons à nouveau regarder le négatif. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Guidon Saar, affirme que l'autorité palestinienne a presque doublé en un an les salaires versés aux terroristes et à leurs familles.
J'ai mentionné la politique payée pour tuer. Je l'ai mentionné à de nombreuses reprises auparavant. En 2024, l'autorité palestinienne a versé 470 millions de shekels. 144 millions de dollars ont été versés aux terroristes et à leurs familles l'an dernier. En 2025, elle s'est déjà engagée à verser 700 millions de shekels, soit environ 214 millions de dollars en salaire. Et l'année n'est pas finie, mes amis. Donc, pour ceux qui pensent que l'autorité palestinienne a arrêté sa politique de payer pour tuer, parce que c'est ce qui a été rapporté dans les médias mensongers, pas dans les vrais médias, c'est ce qui a été rapporté. Voilà les faits. En un an, 214 millions, comme je l'ai dit, ils figurent surtout sur la liste des salaires. Ces personnes sont salariées par l'aviation privée pour avoir assassiné des Juifs et elles reçoivent 214 millions de dollars rien qu'en une année. Gardez bien cela en tête lorsque vous essayez de comprendre la réalité de ce conflit et pourquoi il existe toujours ici. Payer pour tuer, c'est encourager le meurtre de Juifs et rémunérer les gens pour cela. Malheureusement, ils sont prêts à le faire. Le système payer pour tuer doit disparaître. Et enfin, vous voulez savoir pourquoi les gens n'aiment pas les Juifs de Judée? Voici votre réponse. Selon Human Rights Watch, l'expulsion de dizaines de milliers de Palestiniens par Israël. Voici leurs conditions depuis 3 villes de Cisjordanie début 2025. Leurs conditions en Cisjordanie relèvent de crimes de guerre et contre l'humanité. Ceci est un rapport publié cette semaine par la fausse organisation qui prétend se soucier des droits de l'homme appelée Human Rights Watch. Ils appellent à des mesures internationales pour tenir les responsables israéliens responsables et stopper d'autres abus présumés. Le groupe basé aux États-Unis a déclaré que 32 000 habitants de Jenin, Tolkaram et Nour Shams ont été déplacés de force par les forces israéliennes lors de l'opération Mur de Fer en janvier et février de cette année. Les personnes déplacées se sont vues interdire de revenir. Des centaines de maisons ont été démolies. Il s'agit d'un rapport de 105 pages intitulé « Tous mes rêves ont été effacés ». C'est le titre du rapport. Je veux en savoir plus. Ont-ils écrit un rapport intitulé « Tous mes rêves ont été effacés ». Ensuite, 1200 Juifs ont été assassinés par le Hamas et d'autres terroristes à Gaza. Est-ce que Human Rights Watch se soucie des rêves et des espoirs des Juifs en Judée et Samarie? Dans les kibbutzim du sud d'Israël, non, aucune chance. Ils ont écrit un rapport intitulé « Tous mes rêves ont été effacés ». Quand il s'agit des Juifs qui ont été assassinés le 7 octobre, ce rapport est une calomnie sanguinaire moderne. Israël lutte contre le terrorisme. Et Human Rights Watch serait malheureusement plus satisfait s'il y avait plus de Juifs morts. C'est essentiellement ce qu'ils disent ici, quoi qu'Israël fasse. Et je suis convaincu que ce rapport est rempli de mensonges absolus, c'est pour lutter contre le terrorisme. C'est ce que nous faisons, mais Israël reste le méchant, malgré les mensonges répétés. Le rapport n'a aucun contexte, aucune vérification des faits, et c'est comme ça qu'ils opèrent. C'est notre modus operandi. Et encore, sur pourquoi les gens détestent-ils Israël? C'est ce que j'ai commencé par demander. Pourquoi de plus en plus de terroristes décident-ils de frapper? Ils utilisent ce genre de rapport comme excuse pour commettre des meurtres. Et c'est pourquoi dire la vérité sur Israël est si important. Honte à cette fausse organisation Human Rights Watch pour avoir répandu des mensonges et littéralement donné une excuse de plus aux terroristes. Que ce soit la construction en Judée et Samarie, que ce soit les soldats israéliens qui sauvent des vies, protègent et veillent à ce que plus de Juifs ne soient pas assassinés, ce qu'ils appellent la violence des colons. Quoi qu'il en soit, des organisations comme celle-ci donnent malheureusement aux terroristes une excuse pour sortir et commettre des meurtres. Et c'est pour cela que c'est si dangereux. C'est pourquoi, bien souvent, la plume est plus puissante que l'épée. Et il est très important que vous obteniez vos informations auprès de sources fiables et que vous compreniez la réalité des choses. Bien sûr, JNS.org est l'endroit où vous devriez chercher et comprendre la réalité de la situation ici. Donc, lorsque vous voyez des mots comme « violence des colons », ne sautez pas automatiquement aux conclusions en pensant qu'il y a soi-disant une violence des colons qui se produit. Vous devez connaître la vérité sur ce qui se passe en Israël, en Judée et en Samarie. Ainsi, vous pouvez comprendre les vraies histoires et vous pouvez comprendre la réalité de la situation ici. Voilà l'essentiel. Ne vous laissez pas piéger par les médias traditionnels et leurs mensonges. Ne vous fiez pas à des rapports de 105 pages affirmant qu'Israël a fait X, Y et Z hors contexte. Sans comprendre les véritables réalités dans lesquelles Israël défend ses citoyens et que Tsahal, quelles que soient les mesures prises, agit pour défendre son peuple. Tandis que Human Rights Watch veut poursuivre Israël devant les tribunaux internationaux, etc.
Et essentiellement, comme je l'ai dit, ils donnent encore une fois aux terroristes des excuses pour sortir et commettre malheureusement encore plus de leurs attaques meurtrières. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Assurez-vous d'aller sur JNS Télévision pour tout le contenu incroyable fourni chaque jour par l'équipe exceptionnelle ici présente. Consultez JNS.org pour les dernières actualités d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif. Assurez-vous de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et n'oubliez pas, il s'agit d'une plateforme basée sur les lecteurs, une plateforme basée sur les dons. Alors, faites ce que vous pouvez pour soutenir JNS afin que nous puissions continuer à diffuser la vérité depuis Israël chaque jour. Je veux adresser un clin d'œil aux personnes derrière les caméras ici. Ryan Litchitz, l'homme dans la salle de contrôle, notre producteur ici, Esther Eden, le responsable de la station, Yuri Sversky et Zach Sickerman. Merci pour tout, à la semaine prochaine dans Judéo-Création sur JNS Télévision.